il y a à côté du navire de forage, en permanence, un bateau de secours, d'assistance. Ce bateau d'assistance sert à deux choses. Il est équipé de moyens d'intervention pour pouvoir mettre du dispersant, et c'est aussi le bateau qui sert en cas de mal à mer ou d'accident pour aller repêcher quelqu'un. Et lorsque vous mettez du dispersant avec courant et vague, à peu près 50% du pétrole qui atteint la surface s'évapore dans les 24 heures. Déjà, la moitié de la nappe disparaît par évaporation spontanée, et ce qui reste, ça fait comme une espèce de mousse marron, une petite mousse au chocolat, et le dispersant casse les molécules de pétrole et leur permettent de se diffuser dans le milieu marin dans une forme qui leur permet d'être attaqués par les bactéries qui existent naturellement dans le milieu et dont l'objectif est. Savoir que le pétrole, c'est un élément extrêmement nourrissant. Il y a beaucoup d'énergie, c'est pour ça qu'on l'utilise comme carburant dans les voitures. C'est aussi un très très fort élément nutritionnel. Alors ça n'arrivera pas, les chances que ça arrive sur la mangrove guyanaise, sur un dépannage à 150 km, sont très 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 faibles. Parce que c'est. Alors il y a deux types des boues à base d'eau. Alors elles ont un avantage très intéressant, c'est évidemment l'eau c'est pas toxique, mais l'eau c'est bon marché, surtout quand on est malade. Donc c'est le fluide qu'on aime beaucoup utiliser puisqu'il est bon marché et disponible. Le seul problème c'est qu'il y a dans la géologie guyanaise des argiles, et ces argiles gonflent lorsqu'ils sont en présence de l'eau. Si vous reprenez le film, s'il y a une boue à eau en contact avec des argiles gonflent. Et gonflant, elle risque de coincer le traitement. Et ça, c'est une situation potentiellement dangereuse. Si vous coincez un outil, c'est comme lorsque vous coincez un mur avec une perceuse. Si la mèche se coince, c'est une situation potentiellement plus risquée que si tout se passe. Donc pour répondre à ce problème-là, nous utilisons ce qu'on appelle des fluides synthétiques. Alors ces fluides synthétiques, c'est effectivement une molécule de synthèse, hein, donc là on est dans la chimie, et qui est extrêmement chère parce qu'elle répond à un double objectif. Un, elle sait forer dans les argiles, les argiles ne gonflent pas en sa présence, donc c'est un bon outil de forage, et surtout elles ne sont pas toxiques. Elles sont biodégradables, elles ne sont pas bioaccumulables. En gros, elles ont une toxicité équivalente, je dirais, à la boue à eau. Toutes ces boues ne sont pas rejetées à la mer. Elles sont, on envoie des boues propres qui remontent en circuit fermé, qui remontent chargées de déblais. Le mélange fluide et déblais est traité, il y a le déblai d'un côté, le fluide de l'autre, et le fluide est réinjecté. Donc il n'y a pas de déversement à la mer. Si vous reprenez l'accident de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, à cette époque, ce n'était pas un scénario qui était prévu. Donc la société en question n'avait pas de matériel qui était prêt pour intervention, pour un colmatage rapide de la fuite. C'est pourquoi dans le cas de l'accident BP, il a fallu beaucoup de temps pour arrêter la fuite. Là, la situation est différente. D'abord parce qu'on a regardé ce qui s'est passé dans le golfe du Mexique, et donc nous disposons aujourd'hui des outils qu'il a fallu construire à l'époque de BP pour l'amener et boucher le puits. Donc la grande différence entre la Guyane et le golfe du Mexique de l'époque, c'est que nous disposons de ces outils qui s'appellent des cloches de confinement. Cloche de confinement, c'est littéralement le doublet que vous mettez sur la tête du puits pour recueillir ce qui fuit et le pomper. Ça, c'est fait, c'est existant, et tout est prêt pour le positionner en cas d'accident. Nous en disposons de 3 dans le monde, un Shell, propriété Shell, et 2 partagés avec les autres sociétés pétrolières. Et celui qui appartient à Shell est basé en Écosse, à Aberdeen. Et c'est un élément de confinement, ça s'appelle une cloche de confinement, qui est transportable par avion en morceaux. On l'amène de Aberdeen à Cayenne et on le remonte sur le port de Cayenne, et là il faut l'amener au large et le déposer. Donc la logistique pour ça, c'est plusieurs jours pour l'amener d'Écosse à l'aéroport de Cayenne,
plusieurs jours pour l'année de l'année au cours de laquelle il est remonté. Je sais qu'il y a beaucoup de sensibilité sur les campagnes sismiques par rapport aux dauphins, etc. On en parlera. Mais imaginez, c'est une technique d'échographie qui permet de comprendre ce qu'il y a 4000 mètres, des sortes de 4000 mètres à 2000 mètres sous l'eau. Et ça dure quelques semaines, et c'est une donnée dont on dispose pour les 20 années qui viennent. Hein? Il y a un tableau où chuté avec un volume de 2000-3000 mètres. En fait, ces équivalents dans des accumulations de sable, et bien c'est du sable qui a été poussé au pied du talus. Donc ce sont des tas qui se sont formés il y a 100 millions d'années et qui ont été recouverts ensuite. Et ce qu'on cherche en quelque sorte, c'est les tas qui se sont produits le long de la faille il y a 100 millions d'années. Donc on cherche le long de la faille, au pied du talus, là où des accumulations qui se produisent. Donc l'idée, c'est de faire tout le long du talus jusqu'au surélane et jusqu'au passé, en sismique, pour voir s'il y a d'autres gisements potentiels. Sachant qu'à ces profondeurs, on peut savoir s'il y a du pétrole que si on voit. On ne peut pas le voir par des techniques d'analyse. Voilà. Et ici, voilà, on mesurait le pétrole. Voilà. Et donc, le bateau fait tout à l'eau comme ça, aller, retour. Et vous avez ici l'ensemble des tuyaux qu'on maintient à bonne distance par un système de flotteur. Alors, il n'y a aucun... Donc, on fait passer un bateau qui fait une chose de bruit, alors évidemment, il y a du bruit, donc on dérange. Donc, ce qu'on dit, c'est un dérangement par rapport à ne rien faire. Mais il n'y a aucune activité autre que passer, faire du bruit et écouter ce qui se passe. Voilà. Il y a deux principes fondamentaux maintenant dans la conduite de ces activités. Le premier, c'est le zéro accident. Je pense que vous comprendrez tous que le zéro accident, c'est fondamental. C'est une préoccupation que vous avez, mais c'est une préoccupation que nous avons, je dirais presque encore plus. Ce sont nos équipages, nos moyens, et j'ai personnellement aucune envie que les équipes souffrent de nos activités. Donc la sécurité, c'est fondamental. Et si je veux pouvoir explorer la Guyane sur les 5 années qui viennent, je ne peux pas permettre un accident. Je vous garantis que tous les choix sont faits en fonction du critère sécurité d'abord. Il y a deux principes fondamentaux maintenant dans la conduite de ces activités. Le premier, c'est le zéro accident. Je pense que vous comprendrez tous que le zéro accident, c'est fondamental. C'est une préoccupation que vous avez, mais c'est une préoccupation que nous avons, je dirais presque encore plus. Ce sont nos équipages, nos moyens, et j'ai personnellement aucune envie que les équipes souffrent de nos activités. Donc la sécurité, c'est fondamental. Et si je veux pouvoir explorer la Guyane sur les 5 années qui viennent, je ne peux pas permettre un accident. Je vous garantis que tous les choix sont faits en fonction du critère sécurité d'abord. On est dans un domaine où on met des moyens financiers énormes avec des matériels très sophistiqués. Il n'est pas question de faire des impasses sur des façons de travailler qui génèrent rien. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on est présent en mer, on navigue, on fort, il est évident qu'on a un impact. Mais tous les choix sont faits pour que cet impact sur l'environnement, cette empreinte soit minimale. Alors quand je dis zéro accident, ça nécessite d'abord des standards de conception très sophistiqués. Michel, nous avons historiquement, nous sommes la société qui historiquement définit la plupart des standards. Nous avons toujours une exigence de technique exemplaire. Et un choix fondamental de conception, c'est de toujours avoir ce qu'on appelle des barrières multiples. Dans le film, vous avez vu qu'il y avait béton, tube, système de sectionnement, ça fait 3 barrières entre la roche et l'extérieur. En dessous de 2, on ne travaille pas. Nous devons maintenir en permanence 2 systèmes de confinement.
Ça, c'est si on a une qui fait défaillance, le deuxième, la probabilité qu'il y ait une défaillance sur un système est faible, la probabilité qu'il y ait deux défaillances simultanées sur deux systèmes est encore plus. Si il y a un déversement d'hydrocarbures sur le lieu du forage, la tactique, c'est de confiner la pollution là-bas, à 150 km. On met tous les moyens en œuvre pour que jamais elle vienne vers la côte. Évidemment, la Terre. Alors, nous avons passé beaucoup de temps en mer, nous avons beaucoup étudié les courants, et Mère Nature nous a fait un petit cadeau, parce qu'il y a beaucoup de courants, et vous ne voyez peut-être pas, mais ils ont tendance à faire par eux-mêmes ce qu'on fait, c'est-à-dire garder une pollution naturelle en mer. C'est le Cayenne est ici, lieu de forage est là, et voilà le type de courant que l'on a. D'abord, notre projet passe sur la côte et a tendance à ramener autour. Ça, c'est pas une raison pour laquelle il faut laisser une fuite, mais c'est quand même mieux que l'inverse. Il viendrait directement sur la laisse. Un mois dans l'année au mois de mars, où les courants peuvent approcher de la côte. Et si on ne fait rien, dans le pire des scénarios, lorsque vous combinez tous, les mauvais vents, les mauvais courants, etc., une nappe pourrait s'approcher à 30 km de la côte. Côté Saint-Laurent, voilà. Ça, c'est le cas de pire. Ça s'approcherait à 30 km de la côte après 10 jours. Évidemment qu'on ne va pas la laisser faire et s'approcher à 30 km de la côte. Donc on a énormément de temps pour intervenir. N'imaginez pas incident, pollution le lendemain des côtes de Cayenne. Imaginez incident, ça partira probablement au large, et dans le cas de pire, en même mars, il est possible que ça aille à 30 km des côtes à l'ouest de la Guyane, si on le fait. Évidemment, toute la stratégie, c'est d'agir massivement pour que ça ne s'effondre pas. Alors, la nature nous fait un deuxième cadeau, c'est qu'il y a du courant et des vagues. Et ça, c'est les conditions idéales pour ce qu'on appelle la dispersion. La dispersion, c'est un produit non toxique qu'on épand sur la nappe de pétrole et qui casse les molécules de pétrole. Et ça fait une espèce de mousse au chocolat, littéralement une mousse. Et avec le type de pétrole qu'on a en Guyane, au bout de 24 heures, la moitié de cette mousse s'est évaporée. Donc il reste que la moitié à récupérer, et le reste de la mousse ne se décharge. Et donc la stratégie d'intervention, c'est de disperser. Donc on arrose avec des produits dispersants, et toute la logistique est là pour amener du dispersant, pour qu'on n'en manque jamais. Au cas où la fuite continue. Idéalement, c'est une fuite. Les impôts en France? Alors, les impôts, nous avons été en perte sur 10 des 12 dernières années. Donc, nous avons un énorme déficit fiscal. Donc, nous avons payé des impôts, mais nous en payons peu parce que nous perdons de l'argent. Je ne vais pas vous faire un exposé sur ce secteur. Ce n'est pas une activité, c'est donc, si je fais éclater une bulle à air sur le nez d'un poisson, il ne va pas aimer. Mais il faut comprendre qu'il y a d'abord très peu de poissons, relativement parlant, à 150 km, et que la plupart s'éloignent. Alors vous pouvez me dire non, je sais qu'il y a énormément de sentiments là-dessus, mais nous faisons appel à des gens qui publient régulièrement ce gaz, des professeurs dans ce métier, nous faisons appel à des spécialistes. Et si vous allez sur le site internet, vous verrez les impacts de nos mesures et vous verrez qu'ils sont extrêmement faibles.